On raconte qu'un paysan, parti vendre du bétail à la foire, et ayant tiré un profit sonnant et trébuchant de sa production, s'attarda sur les boulevards où les magasins ouvraient leurs éventaires accueillants. Notre homme ne s'y hasarda qu'afin de longer de luxurieuses clientes et de suivre le cours de leurs parfums. Or, à s'entêter de leurs odeurs, leur bavardage, leur goût des choses à toucher, leur sens large du gaspillage, il finit par s'engouffrer dans le quartier murmuré des villes pour y consommer sa part de plaisir. Ce n'est pas tous les jours qu'on se rend en ville, pas tous les jours non plus qu'on y fait de si bonnes affaires. Les putains, il vaut mieux les noyer dans l'alcool avant l'amour. Ça les embellit, et puis ça engraisse un peu la misère de l'acte. Histoire de gueuler la gaudriole, de brader le rire avec les copains inconnus, amis du même tonneau vite tari, époux du même ventre, notre paysan s'enivra dans une de ces tavernes enfumées où seule la chair enjouée des serveuses, en étuvant la vôtre, insinue la fraîcheur. Dommage, pensa-t-il, que celle-là, à l'âcre sueur de bière que leurs bras nus distribuent, je peux que leur tapoter les fesses pour les remercier de leur beauté et aussi serrer leur poitrine sur mon torse tout en pressant mes pommes à leur taille, sous prétexte de me frayer un chemin vers une table à travers le brouhaha de la foule des buveurs. Hélas, elles sont alertes et souples et se dégagent vite, vous laissant un regard chaud sur la peau comme une caresse. Et quand il faut payer, on donne un sou de plus pour le pas de la danse, le vertige, le sourire relevé du sillon de leurs seins. Notre paysan s'en fut après boire vers une de ces maisons pleines de chambres si sombres qu'on n'y voit pas le soir tomber, où on oublie de s'en inquiéter du soir qui tombe. Le soir tomba donc, peut-être à l'instant même où il laissa pleuvoir de pauvres étoiles en rejoignant des milliers d'autres dans un ventre au ciel déjà imprimé de nuit. La porte du bordel donnait sur le chemin de la ferme. Il n'avait pour cela qu'à suivre la rue, puis l'avenue débouchant sur la route du village. Mais c'était loin, surtout la nuit, et les brigands ne lésinaient pas sur la besogne après la foire. Il y avait concurrence au gourdin derrière chaque arbre, mais son couteau ferait bien pâle l'âme sous la lune contre les coups de trique. Il arpenta la ville s'endormant en quête d'un alibi, de quelques voisins retardés par les mêmes envies, avec lesquels faire la route et songer à des excuses pour convaincre leurs femmes qu'un incident les avait retenus en ville. De voisins, il n'en croisa aucun. Le mieux était qu'il dormît à l'hôtel, abruti de plaisir, plutôt qu'assommé dans un ravin. Comme il retournait à l'hôtel, afin de continuer à se livrer à des ébats propices au sommeil, et auxquels d'éventuels détrousseurs se seraient adonnés avec son argent, il va sans dire qu'on n'apprécie guère d'avoir à déléguer à d'autres la satisfaction de ses désirs. Comme il retournait à l'hôtel, donc, au milieu d'une ruelle dans laquelle il s'était engagé sans confiance avec les ailes de la peur et la main rivée au portefeuille, au milieu d'une ruelle, donc, il rencontra le diable.
et le diable lui fit la morale. Dans le cercle reflété de la lune, sur une vitre cassée, dont la poussière et la nuit derrière imitaient le teint d'un miroir, le diable montra à notre paysan, par un de ces tours dont il possède le secret et la poésie, il lui montra son épouse éplorée, priant et suppliant qu'il ne lui soit pas arrivé malheur. La main du diable, comme un nuage masquant la lune, dissipa l'illusion sur la vitre. Il se mit en devoir de blâmer d'un ton sévère le paysan, accablé de remords devant ce spectacle. Il lui fit l'inventaire des objets utiles au confort familial et lui montra le catalogue des outils qu'il aurait pu acquérir avec l'argent dilapidé en plaisirs tant égoïstes qu'éphémères. Telles furent les remontrances du démon, avant qu'il ne lui proposât, au vu de sa contrition sincère et de son intention de faire amende honorable, de le transporter instantanément à sa ferme. Le gueux, déjà rassuré de n'avoir pas affaire à un brigand, songeait de nouveau à la jeunesse des filles de l'hôtel. Il aurait bien aimé se consoler des reproches que son épouse ne manquerait pas de lui faire par quelques cabrioles supplémentaires. Cependant, il ne tenait pas à faire le difficile ni à présenter une mauvaise figure à une personnalité aussi influente que le diable. Il n'était, lui, qu'un pauvre laboureur, et par un refus il ne voulait pas s'attirer l'inimitié du malin, alors que ce qui lui était proposé n'était rien moins qu'une action louable. Dieu ne lui tiendrait-il pas rigueur de passer la nuit à convoler en noces adultères, alors qu'une occasion de rentrer sagement au foyer s'offrait à lui? Notre homme pensa qu'il existait sans doute des compromis entre le malin et le Très-Haut, comme lorsque dans une affaire deux adversaires doivent étouffer leurs animosités réciproques et s'entendre s'ils veulent préserver leurs intérêts pourtant contraires. Un conflit entre eux, aussi bien qu'une ignorance mutuelle, parfois risquerait d'aboutir à l'échec commun au profit d'un tiers. Il accepta la proposition du diable, sans songer que dans l'ordre moral, faute de tiers, il ne saurait y avoir d'entente. Le diable lui demanda de délier ses lacets et de les renouer de telle sorte qu'ils ne forment plus de rosette. Il obéit au diable. Le diable lui demanda de répéter une formule qu'il énonça lentement. Il récita. À peine achevait-il d'annoncer l'incantation qu'il se sentit brutalement arraché de terre, puis secoué dans un tourbillon si glacial que l'air liquide s'écoulait torrentiel dans ses poumons gélifs et s'y contractait jusqu'à l'asphyxie, tandis que son souffle, parvenu dehors en cristaux par l'effet d'une toux acérée, s'émiait dans le vent solide d'un rire bousculant son corps. Un coup de tonnerre le fracassa hargneusement sur le sol, où il gît un moment. La douleur le tira vite de son abrutissement, et il se releva, non pas mort, mais où? Bien que cet endroit lui fût familier, il ne parvenait pas à l'identifier. Des rugissements de plus en plus proches le tirèrent de sa torpeur. Il fallait réagir, et vite.
des pièges vinrent à lui qui refermèrent à plusieurs reprises leurs mâchoires dans sa chair. De son couteau, il lacéra l'air au hasard, et la nuit. Combien y eut-il de chocs contre des giclées de liquide chaud avant que les hurlements ne cessent? Longtemps après encore, il se battit contre le silence, ne percevant pas les plaintes trop humaines d'une voix sous la lame de son couteau. Ce n'est qu'à l'aube, après avoir guetté toute la nuit l'approche de nouveaux monstres, qu'il prit conscience de son malheur. Un morceau de soleil de l'horizon lui révéla qu'il n'avait fait que tourner comme une âme en peine autour de sa maison. Des lambeaux de chiens et de femmes mêlés jonchaient l'herbe. S'étant rendu à sa ferme par une voie qu'il ne connaissait pas, il n'avait su en retrouver l'entrée. Les chiens, ne l'ayant jamais vu venir de ce côté-ci, n'avaient pas reconnu leur maître. La voix de sa femme, impuissante à le raisonner, s'était éteinte dans un cri mouillé.